Ah vache, qu'est-ce que ça cogne dehors? Ouais, et je sens qu'on va avoir un passager qui va faire une crise de panique à cause de ça. Tu parles de moi, c'est ça? Pas du tout, je pense à Yegor. On va tous mourir. Il a peur de l'orage? Ouais, Comment une intelligence artificielle dans un corps cybernétique peut avoir peur de l'orage? parce que tu cherches encore une logique, toi? Bref, bonsoir à tous et bienvenue à bord de l'Universalis pour ce nouvel épisode dédié à Infamous 2. Il faut savoir que le développement de Infamous 2 a commencé pratiquement dès la sortie du premier épisode. Si l'info n'a pas immédiatement fuité, plusieurs indices ont laissé supposer la préparation d'un nouvel opus. Par exemple, le tweet de l'acteur David Sullivan au sujet d'une audition pour un recast de la voix de Cole McGrath. Ouais, à la base, le doubleur original de Cole, c'était Jason Cottle, qui pour cet épisode sera remplacé par Eric Ledin. Ce qui pour nous, petits français, n'occasionnera aucun changement. Viendra alors la révélation en avril 2010 que Sony aurait acheté un nouveau nom de domaine à l'intention de la franchise. Mais ce n'est que le 4 juin 2010 que sera officiellement dévoilé le développement de cette suite, via le magazine Game Informer. Et on apprendra que l'équipe de création était cette fois composée d'entre 65 et 75 personnes. Un peu plus que pour l'étape précédente, mais pas grand monde quand même. Pour ce qu'on en sait, tout s'est bien passé lors de la réalisation du soft, à l'exception d'un point. En effet, le personnage principal a subi un nombre assez considérable de changements, au point qu'il en était pratiquement devenu un individu différent, et plus beau gosse. Parce qu'après tout, le premier jeu étant un énorme succès, autant faire plaisir aux yeux pour s'assurer plus de ventes, non? Sauf que l'information est très mal passée chez les joueurs, qui se sont insurgés à plein poumon face à cette nouvelle mouture de McGrath. Bizarre ça. Avoir un héros canon, ça les emmerde, mais si on diminue le tour de poitrine de Lara Croft, là par contre c'est une hérésie. Bonne remarque, même si je suis pas tout à fait d'accord avec l'argument. En soi, l'idée d'avoir un protagoniste beau gosse ou non n'est pas particulièrement dérangeante. Par contre, l'habitude du public n'est pas à omettre. Jamais! On a commencé avec un mec qui était loin de la perfection, on ne le remplace pas par un top modèle. Surtout pas si c'est censé être le même personnage! Cette grogne a incité les développeurs à faire machine arrière, redesignant le visage de Cole de manière à ce qu'il soit plus proche de sa version originale, tout en lui rajoutant une petite balafre sur la gueule au passage. Pourquoi une balafre alors que Cole peut se régénérer? Écoute, on va pas commencer avec les incohérences tout de suite, sinon je vais jamais finir. Ok. Ils grefferont aussi un système d'éditeur de mission, appelé UGC, pour que les joueurs puissent continuer à s'amuser avec le soft une fois qu'ils l'auraient achevé à 100%. Ils ont envisagé d'y joindre du multijoueur, mais se sont rendus compte que ce ne serait pas particulièrement fun. Le jeu sortira donc sur PS3 le 8 juin 2011, c'est-à-dire la même année que Portal 2, Skyrim, Batman Arkham City, The Witcher 2, Dark Souls et Uncharted 3. Donc clairement, il débarquait pas en terrain conquis. Il disposera en plus de tout un panel de collectors, comprenant des skins et pouvoirs inédits. Et on aura également droit à une extension scénaristique solo intitulée Festival of Blood, mise en vente en octobre 2011. Le soft sera bien apprécié et le public suivra, puisqu'il distribuera 369 200 copies en Amérique du Nord rien qu'au mois de juin. Et à l'heure actuelle, on peut considérer que le titre a écoulé environ 2 millions d'exemplaires. Là encore, sacré petit succès pour un jeu quasiment indé. Et le Festival of Blood, il s'est beaucoup vendu? Alors là, aucune idée. Le bousin n'a été commercialisé que sur le PlayStation Network et n'a donc jamais eu d'exemplaire physique. Du coup, j'ai aucune info sur ses ventes. Encore une fois, nous allons incarner l'électrique Cole McGrath. Exit l'environnement 100% urbain d'Empire City, notre héros déambulera dans New Marais, ville tout autant fictive que la précédente, mais cette fois-ci inspirée de la Nouvelle-Orléans. Et l'histoire se déroule relativement assez vite après le premier tome, puisque le nouveau soft démarre un mois après la victoire sur Kessler. Oui, si techniquement Infamous premier du nom était bien mais sans plus, grâce à une fluidité et une profondeur de champ exemplaires, sa suite est globalement du même bois, mais graphiquement, c'est assez bof. C'est assez complexe à expliquer car si on se rend compte qu'il y a eu une amélioration technique entre le premier et le deuxième jeu, pas exceptionnelle mais néanmoins perceptible, ben pas mal d'éléments sont assez dégueulasses. Genre, la glace, qui est affreusement moche. Oui, enfin, la PS3, c'était pas les meilleurs graphismes du monde non plus. Peut-être, mais il n'empêche que sur la même console, on avait une glace bien plus jolie dans BioShock 1. Et il est sorti 4 ans avant!
Et comme je l'abordais pendant le développement, le visage de Cole a été redesigné. Mais soit ça a été fait au dernier moment, soit à la va-vite, puisqu'il a l'air un peu plus lisse et détaillé que ceux des autres personnages, mais en même temps il est moins expressif et moins beau. Mais ce qui m'a posé le plus problème, et qui me sort du jeu à chaque partie, c'est le design sonore. L'ambiance auditive est minimale, voire inexistante. Pratiquement pas de musique, pas plus d'effets sonores que ça, pas de bruit de foule. Alors ok, ça peut être sympa d'avoir un peu de silence de temps à autre. Mais quand vous êtes au sol avec des gens autour de vous, ça le fait moins. Genre, petit exemple très con, à un moment de l'histoire, Cole se mange un patin d'hélicoptère dans la tronche. Je pense que comme moi, vous vous attendez à ce que ça fasse un bruit assez marquant. Ok, je note. Dans l'univers d'Infamous, les patins d'hélicoptère sont en carton. Bien évidemment, le jeu s'accompagne d'une kyrielle de bugs, que ce soit au niveau de l'animation, ou plus connement des actions contextuelles qui ne sont plus disponibles, du genre entraver un ennemi, ou récupérer un fragment. Et on a aussi un peu de lag, même si là j'avoue c'est assez rare. Et l'intégralité de ces défauts, j'ai fini par me demander s'ils n'étaient pas dus à une volonté de faire un maximum d'économies. Notamment parce qu'à de multiples reprises, j'ai eu la sensation qu'il manquait des scènes. Par exemple, dans une mission de Bon Karma, l'objectif est de libérer des policiers, pour ensuite les convaincre d'aller tataner les méchants. Est-ce que la cinématique va nous montrer nos nouveaux alliés? Absolument pas. La caméra reste focalisée sur McGrath et n'exhibe à aucun moment ce qu'il est délivré. Et c'est encore pire juste après, puisque le gameplay révèle qu'on a fait tout ça pour affranchir 3 flics! Non, je ne déconne pas! Alors, le doublage français d'Infamous 2 est-il aussi bon que son prédécesseur? Certainement pas. Même si en l'occurrence, je doute que le problème vienne des doubleurs eux-mêmes. Guillaume Orsat et Jérôme Powells reprennent respectivement les rôles de Cole McGrath et Zach Dunbar. Les gens gardaient leur distance, par respect ou par peur. Je sais pas. Quoi qu'il en soit, j'étais seul. Eh ben tu vois, il y a un os, il y a toujours un os. On se demande comment j'ai pu le deviner. Cette armée était commandée par le roi Scorpion. Oui, mais il ne se réveille qu'une fois tous les 5000 ans. Eh ben voyons, et si personne ne le tue, il anéantira le monde sur son passage. Comment tu le sais? Je l'ignorais, mais c'est toujours la même histoire. Ces gens te prennent au sérieux, mec. En les aidant, t'envoies un message. New Marais, c'est un nouveau départ pour nous. Une autre chance. Il y a fort longtemps, je fus ensorcelé. Piégé dans cette carapace par un sortilège. Condamné à errer au fin fond des terres lointaines. Condamné ou condamné? Et pour les nouveaux personnages, nous aurons l'agent Lucy Quo, incarné par Laurence Dourlan. Tu sais, quand tu iras parler à Wolf, tout deviendra complètement... Zek! Zek, coupe les moteurs! Qu'est-ce qu'il y a? Un barrage de la milice. Si on approche, leur artillerie nous coulera. La personne qui les a volés peut, grâce au Décémini, se connecter d'où elle veut au cœur de notre système d'exploration du psychisme. Et s'introduire dans notre conscience dès que nous l'utiliserons. Et ses fans l'auront probablement reconnu, Joseph Bertrand III est doublé par David Kruger, l'AVF officiel de The Rock. Nos ancêtres, tués, massacrés, en défendant cette ville. Quand l'histoire leur a demandé de lutter contre l'ennemi. Est-ce qu'ils ont fui? Non! Ils ont lutté. Jusqu'au dernier. Je pense que, je sais pas comment, qu'on a été attiré dans le jeu, aspiré littéralement. On est devenus les personnages qu'on a choisis. Je suis bien Spencer, mais j'ai le corps et la voix du Dr. Brevestone. Brevestone le tombeur. Et on va finir avec Bernard Métro qui prête sa voix à Roscoe Laroche. Mes gars croient dur comme fer que vous pouvez marcher sur l'eau. Guérissez un de nos blessés et on trouvera un moyen de vous rendre l'appareil. J'ai vu Eddie Van Halen il y a pas longtemps. Non. C'est vrai? Oui, Wow. Où ça? à l'Hollywood Bowl. C'est vrai, comment c'était? C'était un zombie. Dommage. Alors, ça vous dirait de goûter l'hospitalité californienne? Est-ce que je peux vous servir quelque chose? Qu'est-ce que vous voulez? Et il me semble que pour Festival of Blood, la principale antagoniste est doublée par Laurence Crouzet, qui incarnait déjà Sacha dans le premier opus. Il paraît qu'un cocktail porte mon nom. Le Bloody Mary. Quel nom atroce. En plus, ils le servent au petit déjeuner. Des embouteillages,
Je t'ai pourtant dit de ne pas prendre le pont. C'est toujours bouché la nuit. Comment ça, il te semble? Et les autres personnages? Genre Nyx et la bête? J'en ai aucune idée. J'ai fouillé mes sites habituels, pas moyen de les trouver. Et le pire, c'est que c'est avec les VF de Nyx et de la bête que j'ai le plus de difficultés. Par exemple, le doubleur de la bête, dont je tairai la véritable identité pour ne pas spoiler, sa voix est systématiquement plus basse que le reste des comédiens. Qu'est-ce que vous faites là? Je vais vous montrer quelque chose. Je sais pas si son micro a été mal réglé lors du doublage, mais pour le coup, c'est pas génial. Et à plusieurs reprises, certaines de ses répliques sont tout bonnement incompréhensibles. Ça m'aide beaucoup de vous imaginer des morts. Car oui, c'est encore un problème, le jeu n'a pas prévu qu'on puisse modifier spécifiquement le volume des dialogues par rapport à la musique et au bruit d'ambiance. Quant à Nyx, le personnage étant assez jeune, on peut se demander pourquoi elle parle comme une quadragénaire qui fume 15 paquets par jour depuis sa plus tendre enfance. J'ai pas vraiment besoin d'aide. J'ai juste besoin de compagnie. Je m'appelle Nyx. Bon, il y a éventuellement une explication, mais que j'aborderai dans la vidéo sur le scénario. Mais même en imaginant que ma théorie est bonne, ça reste globalement assez zarbi. J'ai aussi de gros reproches à faire à la doubleuse de Quo, dont l'avatar a parfois des montées dans des tons d'adolescente euphoriques. Je rappelle que c'est censé être un agent de la NSA froid et méthodique. Nos pouvoirs se combinent. Froid et méthodique donc. Mais en même temps, je pense que le principal problème vient de l'écriture, que là encore, je détaillerai dans le prochain épisode. Comme si ça ne suffisait pas, on a droit à des erreurs de traduction ou à de mauvais choix de mots, même si c'est assez rare. Bien, passons maintenant au gros morceau de la vidéo. Commençons déjà par rappeler ce qui est toujours d'actualité. Cole McGrath est un protagoniste en vue à la troisième personne, capable de grimper sur tout ce qu'il voit, en plus de manipuler des pouvoirs électriques, même si ça lui demande de se recharger régulièrement. Il peut se régénérer et est confronté tout du long du jeu à un système de karma, qui lui impose des choix cornéliens avec des conséquences à la fois sur le scénario et le gameplay. Enfin, ça c'est en théorie. Mais certains défauts du premier jeu ont été corrigés, comme la tendance de Cole à s'agripper partout. Il y a toujours un rattrapage automatique, mais plus aussi abusif. L'escalade est également meilleure et moins buggée, bien que quelques soucis de précision traînent encore, et je suis admiratif devant la gestuelle de Cole. Le héros est fluide, réactif et rapide dans ses mouvements, et une fois l'histoire terminée, vous êtes ramené dans l'open world pour continuer à y faire ce qui vous chante. Et là on va arriver au premier problème, est-ce qu'il y a vraiment des trucs à faire ? Tout comme pour l'épisode 1, il est obligatoire de faire des missions secondaires pour libérer du territoire. Certes, il y a moins d'ennemis qui vous envahissent, mais ils restent beaucoup trop nombreux pour traverser la ville sans être harcelés. Maintenant, contrairement aux quêtes annexes du premier opus, excessivement répétitives, et qui étaient identiques à certaines missions principales, Infamous 2 a le mérite d'avoir fait un peu varier le tout. De plus, vous avez désormais des events, genre des bombes à désamorcer, des flics à tabasser, tout dépend du karma que vous souhaitez privilégier. L'inconvénient étant que ces events sont assez peu nombreux et reviennent très régulièrement. Mais surtout, j'ai l'impression que les quêtes secondaires et les events, bien qu'imparfaits, restent largement plus variés que les missions principales. Néanmoins, le problème reste le même. Quasi systématiquement, votre job c'est d'aller à un point A, massacrer tous les adversaires présents, se rendre au point B, tataner du méchant, et on recommence. Il y a un meilleur enrobage, mais on fait toujours la même chose. Du combat, du combat, du combat. Et je parle pas des fois où le jeu vous contraint à suivre une voie précise sous peine de mort. Par exemple, j'ai réussi à me diriger vers le point prévu, mais j'ai fait un game over. Pourquoi ? Parce que je devais obligatoirement utiliser un pouvoir spécifique pour le faire. Après, on a la possibilité de tester le CGU, l'éditeur de mission. Mais j'avoue ne pas y avoir trouvé mon intérêt, donc je l'ai très vite laissé tomber. Mais, à partir du moment où vous vous connectez au CGU une fois, la connexion se fera automatiquement pour vos parties et vous n'aurez aucun moyen de la désactiver dans le jeu. En conséquence, pour avoir la paix, vous devrez carrément couper la connexion internet de votre console. Super! Passons maintenant au cas des collectibles. Mais il y en a toujours. On avait des fragments, des boîtes mortes et des flash infos dans le premier jeu, et c'est exactement pareil ici. On a même droit à une amélioration des journaux télé, puisqu'ils sont désormais placés directement sur votre écran, vous autorisant à vous balader, sans pour autant rater les nouvelles données. Les boîtes mortes, quant à elles, sont désormais mobiles, puisqu'accrochées à des pigeons voyageurs qu'il faudra dégommer avant de pouvoir acquérir les messages. Là,
L'inconvénient étant que ça spoil à mort! Genre, vous venez à peine de commencer le jeu, et vous apprenez déjà qu'un certain personnage possède des pouvoirs. Ce qui est d'autant plus ridicule que, quand la révélation arrive au cours de l'intrigue, Cole est surpris, alors qu'il est censé avoir obtenu l'info depuis longtemps. Pareil pour l'identité de la bête. Les boîtes mortes m'avaient tellement gavé d'indices que j'avais deviné qui c'était avant la moitié du jeu. Terminons avec les fragments, que Cole récupère afin d'augmenter sa batterie, et donc pouvoir stocker davantage d'énergie. En soi, j'ai pas trop de critiques à faire dessus, même s'ils sont toujours infiniment trop nombreux au point que tu peux pas faire 2 pas sans tomber sur un putain de fragment. Mais en plus, le soft a choisi d'ajouter une nouvelle manière d'en choper. Les bombes. Au cours de l'histoire, on apprend qu'un terroriste s'amuse à plastiquer la ville avec des fragments, soi-disant pour en décupler la puissance. Déjà, c'est pas crédible, les explosions sont loin d'être particulièrement dévastatrices, sauf quand le scénario l'a décidé. Mais aussi, désamorcer des charges est censé vous donner du bon karma. Sauf que si je joue en Dark Cole, un McGrath déterminé à obtenir plus de pouvoir quel qu'en soit le coût, il voudra quand même choper le plus de fragments possible. Et donc, là encore, il serait logique qu'il souhaite également neutraliser les bombes. Et ben justement, maintenant qu'on en parle. Comme je vous l'ai dit, au cours du scénario, Cole devra parfois faire des choix cornéliens, qui le rendront plus angélique ou maléfique. D'ailleurs, le jeu a prévu une continuité directe avec le premier opus, en vous proposant de débuter la nouvelle partie avec un léger bonus de karma et d'XP. Ce qui pour l'XP est raisonnable, vu qu'on est censé regagner tous les pouvoirs perdus au fil de l'intrigue. Par contre pour le karma, c'est moins bon. Même si t'as passé ton temps dans le 1 à être une crevure au point que t'es quasiment devenu un mort-vivant, tu commences la suite en bonne santé. Il y a néanmoins des idées sympas dans l'escalade du karma. Par exemple, si vous agissez en saint, les civils ne seront plus blessés par vos attaques. Un sacré plus vu que la visée est toujours pas la plus parfaite au monde. Cependant, comme avec le plus précédent, la quantité d'XP bénéfique ou maléfique que vous gagnez n'est pas forcément cohérente avec la réalité. Vous avez massacré 171 civils. Mais vous avez fait 6 fois l'attaque main froide avec Quo, vous êtes donc légèrement plus héroïque. What the fuck? Dernier problème, si vous vous souvenez bien, dans Infamous premier du nom, l'ultime choix, le plus critique de tous, vous laissez l'opportunité de changer de camp. Ce qui était compréhensible quand on connaissait l'état moral de Cole à ce moment-là. Sauf que dans cet épisode, altérer le karma pour la décision finale est impossible. Et vu à quel point l'éthique du dernier dilemme est très tendancieuse, c'est encore plus dommageable. Et pour ce qui est des conséquences du mauvais karma, j'avoue qu'elles ne sont pas très visibles à travers le gameplay. Contrairement au premier jeu, la ville ne subit pas le contre-coup de notre morale. Alors qu'il y avait des trucs à tenter. Par exemple, Bertrand et la milice. Plus Cole agit en protecteur, moins Bertrand a d'hommes sous ses ordres, puisqu'il se rallie aux super-héros. Tandis que, si le joueur est une pourriture de première, tout New Mare se met à soutenir la milice, qui devient de plus en plus puissante. Je sais pas, ça sonne pas comme une bonne idée de gameplay à vos oreilles ? Maintenant qu'on a traité le karma, abordons un autre élément de ce gameplay, et un peu du scénario. Ce sont les compagnes. Non, je ne parle pas de PNJ à romancer, calmez vos chibres! Pendant l'histoire, Cole se verra accompagné de 2 porteuses, l'une étant affiliée à la glace, et la seconde au... Alors apparemment le wiki considère que c'est du napalm, sauf que le napalm, ça ressemble pas à ça en fait. Et au cours du jeu, vous pourrez profiter de leur soutien durant de farouches conflits, et même de combiner vos pouvoirs. Comment expliquer le problème? Déjà, vos compagnes ne servent à rien. Elles sont loin d'être efficaces sur le champ de bataille, ce qui fait que vous devez vous farcir 99% du boulot. Je sais pas, quitte à avoir des collègues super-héroïnes, vous auriez pu les rendre au moins aussi utiles que le joueur, quoi, merde! Sans parler du fait que les combinaisons de pouvoirs, un des points sur lesquels la pub était axée, non seulement c'est pas génialissime, ça aide surtout à grappiller de l'XP karmique, mais en plus, ces attaques en duo ne dépendent pas de vous, mais de l'IA de vos compagnes. C'est-à-dire que si elles décident de faire un truc en coopération, elles peuvent ne pas viser le même adversaire que vous, ou agir alors que vous êtes occupé à autre chose! Mais bon, maintenant qu'on aborde ce détail, passons au problème avec le protagoniste. Comme avant, Cole peut absorber du jus sur tout objet électrique dans la zone. Il se sert alors de cette énergie qu'il rebalance sous forme d'éclairs à ses ennemis, sous la forme d'un shooter assez basique. Pistolet, missile, grenade, rien de très innovant quoi. Mais en plus de ça, Infamous 2 a dû trouver qu'on ne galérait pas suffisamment dans l'opus précédent, et a donc décidé de nerfer les capacités de McGrath. Je vous jure que c'est l'impression que j'en ai eu. Déjà, même les simples décharges vous coûtent de l'énergie, alors que dans le dernier épisode c'était la seule chose qui n'en consommait pas. Mais aussi, niveau puissance, la plupart des ennemis sont abusivement résistants à vos attaques.
L'onde de choc a beaucoup perdu, à la fois en portée et en puissance. Dans le 1, elle était surefficace pour renvoyer les roquettes. Sauf qu'ici, vu qu'elle va moins loin et qu'elle met légèrement plus de temps avant d'être lancée, ou alors c'est les roquettes qui arrivent plus vite, allez savoir, bah les 3/4 du temps, c'est impossible de faire des retours à l'envoyeur. Les grenades, pareil. Elles sont inefficaces 95% du temps. Le rayon d'action est tellement merdique que c'est vraiment nécessaire de viser pile votre cible pour que celle-ci soit touchée. Et pareil pour les roquettes, pour buter un gros ennemi de glace, il en faut plusieurs. Or vu la quantité d'énergie que ça pompe, c'est pas rentable. Pourtant, des adversaires capables d'encaisser des tas de tirs de missiles, il y en avait dans le 1. Ouais, mais en croisé, c'était rare. Contrairement aux soldats de glace qui pullulent littéralement à partir de la moitié du jeu. Et comme je vous l'ai dit, non seulement Cole fait très peu de dégâts, mais en plus vous êtes constamment à sec. Je vous jure, aucun élément ne vous permettra de recharger votre batterie d'un seul coup. Batterie qui se vide abusivement vite. Tenez, on a une mission principale, où McGrath bénéficie d'un orage. Où qu'il se trouve, il peut attirer la foudre sur lui pour régénérer son énergie. Même un éclair ne suffit pas à recharger votre batterie en intégralité. C'est bien la preuve qu'il y a un problème. Mais la promo du jeu se basait surtout sur l'idée que Cole pourrait avoir de nouveaux pouvoirs. Du coup, ils se sont peut-être concentrés dessus. Pas trop. Oui, Cole va débloquer de tout nouveaux talents au fil de l'aventure, notamment grâce à des noyaux d'énergie. Même si ça lui sert surtout à récupérer des capacités du premier opus, ce qui est d'autant plus frustrant. Mais on a quand même droit à quelques originalités, comme le magnétisme, ou la possibilité de diversifier nos attaques. Ce qui sur le papier est intéressant, mais pas en pratique. Par exemple, en plus de l'éclair basique, qui visiblement est soumis à la pesanteur, vous pouvez avoir l'éclair en tenaille. Pareil, l'onde de choc et les grenades peuvent varier en fonction du karma et de vos choix, le tout modifiable très facilement. Le problème que j'ai avec, déjà, c'est la manière de débloquer ces pouvoirs. En plus de dépenser de l'XP, vous devez utiliser vos pouvoirs d'une certaine manière, genre éliminer tant d'ennemis en les jetant du toit, en provoquant tant d'explosions, en les tuant depuis un poteau. Certes, c'est original, mais je trouve ça plus chiant qu'autre chose. Alors ok, dans le 1, il y avait aussi un système qui vous incitait à varier vos combos, mais ça allait pas plus loin, c'était pas un passage obligatoire. Et surtout, j'ai pas eu l'impression que les fluctuations de pouvoir avaient la moindre utilité. Du genre, on y revient, l'éclair en tenaille. Je vois pas l'intérêt. Si ça avait été pour attaquer des ennemis blindés par derrière, why not? Au contraire, ça aurait été une très bonne idée et ça aurait bien fait varier le gameplay. Mais non, tu peux te contenter de l'éclair basique, ça ne changera que dalle. Le pire étant l'éclair crâne. En gros, c'est comme ton attaque de base, sauf que si vous touchez la tête, ça fait une explosion. Ouais, dans le jeu d'avant, c'était un effet passif. Maintenant, c'est un pouvoir à part. Super. Et pour moi, c'est un énorme problème. Parce qu'on essaie de nous vendre une myriade de nouveaux talents, mais qui globalement sont tous assez inutiles. À la limite, j'aurais préféré que les noyaux d'énergie me permettent d'améliorer les talents que j'avais déjà, ce qui m'aurait vraiment donné l'impression de gagner en puissance, plutôt que de m'imposer des éléments qui sont plus là pour la déco qu'autre chose. Et c'est pareil avec les capacités karmiques, puisqu'en fonction de votre morale, vous pourrez acquérir un talent de glace ou de napalm. Et là encore, bah ça fait pétard mouillé. Grosso modo, à part offrir différents skins à des aptitudes que vous possédez déjà, j'ai pas eu la sensation que ça les rendait plus efficaces. Vous allez surtout obtenir une nouvelle attaque ultime et un pouvoir de déplacement. Une colonne de gifs qui vous autorise à sauter plus haut, ou un dash de flamme. Mais sinon, vous avez bien entendu, Cole a à nouveau une attaque ultime. A ceci près qu'ici, les développeurs ont eu la gentillesse de nous le débloquer avant la fin de l'histoire. Ce qui est appréciable. Et ça le serait encore plus si les ultimes étaient vraiment redoutables. Déjà, le jeu inclut le principe des charges ioniques, qu'il faut récupérer sur les cadavres pour lancer un ultime. Concept déjà très bizarre dans la manière dont il est intégré dans la diégèse de l'univers, et pas vraiment cohérent. Dans le 1, tu pouvais faire tomber la foudre à n'importe quel moment, jusqu'à ce que ta batterie soit à plat. Et c'était amplement suffisant. Vous débloquez donc la tornade électrique, qui n'est efficace que face aux ennemis au même étage que vous. Dans un environnement avec beaucoup de verticalité, je vous laisse imaginer à quel point c'est chiant. Mais le pire, c'est quand vous récupérez votre tempête foudroyante. Le même pouvoir que dans le premier jeu. Et il est moins efficace, puisqu'ici, vous ne pouvez plus la déplacer. Ce qui était l'intérêt du pouvoir, nous rendre véritablement maître de la foudre. Ce qui fait que là, si vous ratez vos cibles, eh ben vous avez gâché une charge ionique pour que dalle. En plus de tout ça, Infamous 2 a d'autres défauts. Par exemple, quelques aptitudes très pratiques du premier opus ne sont plus disponibles, du genre se recharger en slidant. Mais aussi, la jouabilité a pris du plomb dans l'aile. Dans le premier titre, chaque attaque était affiliée à une touche ou une combinaison de touches. Sauf que là, ils ont fait ce qu'il ne fallait pas faire. Ajouter une roue des pouvoirs qui brise le rythme de l'action. Et vous savez ce qui est aussi très frustrant? La faiblesse de Cole dans le gameplay est d'autant plus ridicule que même dans le scénar, tout le monde affirme que McGrath est over pété. Mais ça se ressent tellement pas que, bah, t'as l'impression que l'intrigue te parle d'un autre Cole qui officie dans la même ville, mais c'est pas toi.
je dois reconnaître que il y a eu un effort de variété sur les ennemis. Les miliciens humains qui tirent à distance, les monstres des marais qui attaquent au corps à corps, et les soldats de glace qui combinent tous les avantages, en plus d'être des pros de l'esquive. Néanmoins, comme je l'ai précisé tout à l'heure, les adversaires sont abusivement résistants au point que ça bousille une bonne partie du plaisir. Et si encore ils avaient fait ça parce que le nombre d'antagonistes avait été réduit de façon drastique, pourquoi pas? Sauf que non. C'est déjà chiant qu'il faille autant de tirs pour se débarrasser des miliciens, qui sont des humains de base. Mais alors le pompon, ce sont les soldats de glace, qui en plus d'être de vrais tanks, ont la fâcheuse manie de bondir dans tous les sens, histoire d'être encore plus pénibles à viser. Oui, enfin, tu gueules, mais des ennemis plus forts que le héros, ça en fait pas un défaut du jeu. Je ne suis pas contre le fait d'avoir des antagonistes plus costauds que Cole. Le problème, c'est qu'absolument tous les mobs du soft sont résistants, violents et surtout excessivement nombreux. Parce que là encore, après avoir fini l'intrigue principale, j'avais l'impression d'avoir éradiqué la moitié de la population terrestre. Et ajoutez à ça l'aspect artificiel de la majorité des combats. Le scénario s'arrange régulièrement pour vous balancer des ennemis sortis de nulle part, juste pour vous empêcher de progresser trop vite. Quand vous y faites gaffe, c'est aberrant à quel point le jeu allonge sa durée de vie de cette façon. Bien, passons maintenant au gameplay du DLC Festival of Blood, qui doit nécessiter grand max 3 petites heures pour être intégralement bouclé, et je pense que j'avais réuni tous les collectibles d'ailleurs. Oui, il y en a aussi. Rien de bien folichon, ça consiste essentiellement à récupérer les enseignements de Mary qui ajoutent un peu au lore, et retrouver des Vascanopes qui augmentent votre jauge de sang. Une jauge de sang? Tout à fait, rentre tes crocs maintenant. Car dans cette extension, notre cher McGrath a été transformé en vampire, et par conséquent, il a développé des pouvoirs en lien avec sa nouvelle nature, tout en conservant ses talents électriques. Sauf le sniper qui, lui, a disparu de ce standalone. On peut se changer en essaim de chauve-souris pour voler vite et loin, avec un système de dash meurtrier singulièrement fun. Ou tout simplement la vision vampirique qui vous permet de repérer vos ennemis dissimulés. Ces pouvoirs devront se recharger via la jauge de sang qui se remplira à mesure que notre héros sifflera des civils. Ça a pas d'impact sur le karma? Du tout, puisque dans ce DLC, le karma n'existe plus. Cole est une créature surnaturelle, ni bonne ni mauvaise, point. Ça aurait pu apporter un plus, mais en même temps, l'histoire ne dure qu'une seule nuit, là où celle d'Infamous 2 s'étale sur plusieurs semaines. Alors les conséquences du karma, sans parler du fait que, scénaristiquement, c'est un délire. Cette histoire n'est absolument pas canon. Et pour ce qui est des ennemis, tu trouves pas qu'ils sont vachement nombreux quand même? Ouais, mais bizarrement, ça m'a beaucoup moins gêné. D'une part parce que c'est un délire total, mais en plus, le DLC dure 3 heures grand max. Donc oui, il y a beaucoup d'adversaires sur ces 3 heures. Mais vu que c'est pas un tsunami de mobs à tataner pendant des dizaines d'heures, je vous garantis que c'est infiniment moins frustrant. D'ailleurs, les ennemis peuvent se servir des civils pour se soigner, ou au contraire, les changer en zombies pour vous harceler. Donc si vous voulez vous taper un mélange super-héros vampire sympatoche, bah ça peut vous occuper une petite soirée sans peine. Et il coûte cher? En fait, il est plus trouvable. Peut-être que c'est dû au fait que j'ai pas particulièrement poussé mes recherches. Après tout, j'ai ma version digitale du DLC téléchargée sur ma console. J'ai pas de problème à ce niveau, je peux y rejouer à ma guise. Pareil pour le jeu d'origine. Infamous 1 et 2 sont encore trouvables en version physique. Mais pour ce qui est du dématérialisé, vous l'avez un peu dans l'oignon depuis que Sony a décidé de mettre un terme à l'existence des stores des anciennes consoles. Que dire de notre suite des aventures de l'homme électrique? Eh bien, d'un point de vue technique, ça passe, mais pour ce qui est du jeu en lui-même, c'est assez bof. Le soft est extrêmement répétitif et frustrant, en plus d'allonger artificiellement la durée de vie. Encore une fois, qu'est-ce qui se passe dans la tête des développeurs? Est-ce qu'ils pensent que si les joueurs ne tapent pas sur des trucs pendant 5 minutes, ils vont finir par s'endormir? Bah ça a l'air d'être le cas, parce qu'après quelques heures, on se retrouve à avancer en pilote automatique. Et je peux vous garantir que les combats perdent très rapidement leur fun. A l'inverse, Festival of Blood, qui fonctionne pourtant exactement sur le même principe, et bah lui la sauce prend. Parce que c'est un standalone à la durée volontairement réduite, ce qui évite à la lassitude de s'installer. De fait, si je devais noter le gameplay de ces 2 épisodes... Bah pourquoi ça? D'ordinaire, tu considères le DLC comme faisant partie intégrante du jeu de base, et tu évalues le tout. C'est vrai, sauf qu'en l'occurrence, Festival of Blood n'est pas juste un DLC, c'est un standalone. Vous pouvez le tester sans jamais avoir installé Infamous 2 sur votre console, donc c'est quasiment un jeu à part. Par conséquent, je dirais que Infamous 2 mérite un lamentable 9 sur 20, là où Festival of Blood aura plutôt droit à un 14. Ouais, Infamous 2 est pas vraiment le meilleur épisode de la licence, et je vous avoue que j'ai un peu peur pour ce qui est du scénario. Mais bon, croisons les doigts, un mauvais gameplay ne signifie pas forcément une intrigue foireuse, même si c'est le cas la plupart du temps.
Enfin bref, j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur cet épisode de la saga, il est désormais temps de s'attaquer à la partie dédiée à l'univers et au scénario. Cependant, si vous n'avez pas envie de vous faire spoiler, je vous encourage à me retrouver pour le prochain épisode, qui sera dédié bien évidemment à Infamous Second Son. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, et à bientôt à bord de l'Universalis.